Amis du Mécalab, bonjour. Le Mécalab, ce nouvel atelier que je suis en train de me faire et que je vous présente au fur et à mesure de l'évolution des travaux. Donc aujourd'hui, nous allons faire l'épisode 4 où je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Le dernier épisode, je vous avais montré, j'avais commencé à travailler sur ce système de glissière pour la porte. Alors depuis, j'ai fait deux nouvelles pages. Une qui consiste à parler un petit peu de l'aménagement. Et je vais vous montrer un petit peu, donc tout au long je vais l'aménager, dans la mesure où le but de cet atelier, c'est bien sûr de ne pas être vide. Donc en gros, qu'est-ce que mon cahier des charges, comme d'habitude, je me fais toujours un petit peu une sorte de liste de ce que je veux. Ce que je veux, c'est avoir des espaces de rangement, au moins 2 établis de la place, un espace de réparation électronique, quand je veux réparer des appareils qui sont grands, parce que dans mon lab actuel, j'ai pas la place, et éventuellement aussi des machines que je vous ai présentées, comme des scies, des perceuses, des ponceuses, sachant que voilà, j'ai déjà prévu de faire une sorte de petite cloison de séparation pour séparer tous ces trucs qui potentiellement font de la poussière de la partie électronique. Alors pour le rangement, je cherchais des étagères pas chères. Alors chez Action, j'ai trouvé deux styles d'étagères, des plastiques et des métalliques qui étaient à des prix assez intéressants. Les plastiques, c'est aux alentours de 12 € et celles-là, je crois que je les ai payées dans les 17. Bon, c'est du pas cher, mais voilà, c'est des étagères métalliques qui se vendent comme ça. Alors, ils disent 50 kg par plateau, bon, admettons. Et par contre, à monter, on va voir que c'était un petit peu galère. En fait, c'est un système comme ça de sortes de petites pattes qui viennent se mettre dans des espèces de trous. Et c'est important que voilà, ça rentre ici, ça ressorte bien là. Et c'est pas si simple que ça. Faut les tordre un petit peu. Enfin, bon, chaque étagère, j'en ai un petit peu chier pour les monter quand même. Alors, attention, il y a plein de pièces qui sont symétriques, sauf les montants verticaux, où les trous ici ne sont pas symétriques. Bon, c'est pas très grave, mais si vous voulez qu'ils soient de la même façon, il faut les mettre. Et bien sûr, pour que ça tienne dans la boîte, les montants verticaux sont en deux parties qui sont reliés ici par ces espèces de coupleurs. Et au milieu, on a, alors ça se montre très bien par contre, cette espèce de séparation sur lequel on va venir mettre un plateau. Bon, le plateau, c'est 3 mm, c'est une sorte d'Isorel ou un truc comme ça. Bon, ça tient relativement bien quand même parce qu'il est bien maintenu sur tous les bords. Mais en effet, c'est pas un truc, je pense, voilà, faut pas ça. Je veux dire, si on surcharge, ça va quand même peut-être poser problème, sachant que rien n'empêche de refaire un plateau avec une plaque en bois éventuellement plus solide. Mais enfin bon, c'est toujours pareil, il faudra aussi que les montants tiennent. Enfin voilà, globalement, une fois monté, ça fait quelque chose de plutôt sympa. Et pour l'instant, mais c'est sans doute temporaire, je les ai montés comme ça. C'est-à-dire, j'en ai mis deux comme ça qui avancent un peu. C'est-à-dire, ça fait une sorte d'espace comme ça, de petits espaces de rangement. Et là, on voit l'étagère plastique. Alors, l'étagère plastique, elle se monte les doigts dans le nez, mais elle est peut-être un peu moins costaud. Puis les étagères plastiques, je sais par expérience qu'elles ont tendance des fois à se plier un peu, ce que devrait pas faire le métal. Enfin voilà, bon, de toute façon, ça c'est temporaire. Donc là, voilà, on voit un petit peu cette vue. Alors, dans un atelier, c'est important d'avoir une poubelle, toujours. Et pareil, chez Action, j'ai trouvé une petite poubelle 60 litres comme ça, ma foi, qui devrait faire tout à fait l'affaire, sachant que, voilà, bien sûr, je lui ai mis les autocollants de rigueur que j'ai fait avec mon petit plotter de découpe Vévor. Alors bien sûr, normalement, faut trier. Là, on va dire, c'est un peu la poubelle qui normalement va, on va dire, dans le bac jaune, parce que c'est généralement le genre de déchets que je fais le plus. Après, c'est évident que tout ce qui est électronique ira dans le D3E, le métal, je le mets à part, enfin voilà. Je ferai peut-être d'ailleurs, je vais peut-être acheter d'autres poubelles, il faudra que je vois en fonction. Alors après, pour le parti bureau électronique, j'ai eu une chance inouïe. Je cherchais éventuellement sur le Bon Coin, et j'ai trouvé un modèle Ikea Gerker MK1, qui est vraiment, je pense, idéal. Où on voit, c'est un bureau en fait qui est fait de deux montants comme ça, sur lequel on a ce plateau avec ces deux tirettes là, et ces deux plateaux là. Alors, la photo, ce que je vous ai mis ici et là, c'est la photo qui était sur l'annonce. Et la personne qui vendait ça, vendait 50 €, ce qui est vraiment pas cher et en très très bon état. Et donc, je l'ai monté. Et vraiment, je pense que ça ira très très bien. Voilà, on voit qu'on pourra poser des appareils de mesure et tout ça. Alors, je compte mettre donc deux établis dans le Mécalab. Donc un, je vais complètement fabriquer. Et l'autre, en fait, c'est un héritage que j'ai de mon père, d'un vieil établi qui date, je crois, des années 20, qui est un truc super costaud. Il est constitué de deux montants en fonte. Et le tout, il pèse plus de 100 kg. C'est pas le truc qu'on peut bouger facilement.
Et donc il était assez oxydé et il avait déjà subi plusieurs couches de peinture. Donc là on peut voir ces montants en fonte. En fait c'est assez ingénieux, si on regarde, c'est toujours la même pièce ici qui est derrière, je veux dire, inversée et boulonnée comme ça. Donc ça permet de faire fois le haut et le bas. Et on voit que c'est complètement réversible. Et après, ici, on peut revenir boulonner ces supports. On peut voir aussi qu'éventuellement, ça permet de, pourquoi pas, les mettre avec plusieurs plateaux à la chaîne et faire les longueurs qu'on veut. Donc chaque montant comme ça, c'est lourd, hein. J'ai déjà du mal à les porter tout seul. Et donc, j'ai utilisé un décapeur de peinture, ce genre de produit qu'on met là qui fait boursoufler la peinture. Et après, je les ai carrément nettoyés au Karcher, ce qui a enlevé quand même la plus grosse partie. Derrière, j'ai bien laissé sécher, j'ai passé une brosse métallique, et derrière, j'ai mis une première couche d'après, et le reste de la peinture en bombe. Voilà, j'ai choisi cette couleur-là, après, on a plein de choix. Et j'ai aussi capé et repeint ces montants. Donc là, il y a une barre, en fait, qui vient se mettre là dans l'espèce de téton, là, et ces deux montants, sur lesquels vient se mettre un plateau qui est en fait... voilà, à ce niveau-là. Il y a même des tiroirs en dessous. Enfin bon. Voilà, je vous montrerai ça au fur et à mesure que ça avance. Donc voilà un petit peu cette partie-là. Alors dans ces pages-là, voilà, je sais que à chaque fois que je montre des trucs, les gens, il n'y a pas un lien. Donc là, par exemple, je vous ai mis le lien sur les étagères Action. Je sais pas s'il y a la poubelle, vous le trouverez aussi sur le site de Action. Donc voilà pour la partie aménagement. J'ai aussi commencé à travailler donc sur toute la partie, on va dire, électrique. Donc là c'est pareil, hein, je vous ai fait une page un petit peu dédiée. Alors le cahier des charges ici, donc c'est en gros j'ai une arrivée du secteur. Alors c'est une ligne qui vient de mon panneau de ma maison. Et donc c'est une ligne de 2,5 mm² sur un disjoncteur 16 ampères. Donc de toute façon, comme on va le voir, l'idée c'est que je sais que je pourrais jamais tirer plus que ça, sinon le disjoncteur pétera, puis la ligne n'est pas dimensionnée pour... ensuite, une fois que j'ai ça, sur place, je veux 4 sections. Hein, je veux une section système qui est toujours alimentée. On va voir que je vais avoir une partie pour la porte électrique que je veux faire, pour alimenter les alarmes, les vidéos, les machins. Enfin, donc ça, c'est une partie qui est toujours alimentée. Ensuite, une section permanente, c'est-à-dire que, comme je vous avais aussi montré, j'ai deux systèmes de prises. J'ai des prises qui sont alimentées en permanence. Ça permet éventuellement de laisser un chargeur, un truc en test que je veux laisser allumer. Ensuite, j'ai une section qui, elle, est pilotée, qui sert à l'éclairage. Donc là, l'idée, c'est que quand je quitte, je verrouille le truc, tout s'éteint. Et aussi une autre deuxième section qui va exécuter toutes les autres prises, à savoir l'établi 1, l'établi 2, et aussi éventuellement une prise à l'extérieur. Sachant que là, c'est pareil. L'idée, c'est que quand je quitte le labo, normalement, je suis sûr d'avoir tout éteint, ce qui fait que même si je laisse un fer ou un truc allumé, il n'y a pas tellement de risques. Alors voilà le schéma du tableau électrique principal que j'ai fait. Alors bon, peut-être que les électriciens professionnels me diront qu'il n'est peut-être pas complètement standard au niveau des symboles et tout. Je rappelle que je suis pas un électricien professionnel, moi je suis un électronicien, c'est pas pareil. Bon, enfin bon, voilà, de toute façon, l'idée c'était qu'il soit clair. Donc on voit ici l'arrivée donc de 130 volts, avec ici un voyant qui me permet de voir déjà que le secteur arrive bien. Donc là j'ai un premier disjoncteur 10 ampères qui commande justement le système, un autre ici qui commande les prises permanentes avec un voyant dessus, et ici donc deux contacteurs. Le premier contacteur qui va commander tout ce qui va être éclairage. Donc derrière il y a aussi donc là un disjoncteur 10 ampères. Ensuite, pour la partie des prises, là, j'ai un disjoncteur interrupteur différentiel, sachant que là où ça arrive sur mon panneau électrique, ça arrive sur le différentiel de l'EDF, qui est bien plus haut, qui est à 500 mA, je crois. Donc là, bien sûr, pour la sécurité, donc ça, c'est un interrupteur différentiel qui, derrière, pilote donc 3 disjoncteurs. Alors, c'est vrai que quand on regarde les valeurs ici, on se dit, est-ce que c'est pas un peu débile de mettre un 16 ampères, alors que ici, de toute façon, c'est limité à 16 ampères. Alors, l'idée ici, déjà, c'était de récupérer des trucs, puis en même temps, à la limite, enfin, je veux dire, c'est pas pour moi une faille de sécurité, dans le sens où, si j'ai deux disjoncteurs 16 ampères en série, si à un moment je fais un court-circuit ou je tire trop,
bah, voilà, par expérience, souvent, bon, il y en a souvent un qui pète, puis pas l'autre, même si des fois les deux pètent quand on fait un court-circuit, ça m'est déjà arrivé. Encore, l'idée ici, c'est presque plus d'avoir des interrupteurs pour pouvoir les couper localement, mais maintenant, c'est assez fréquent. C'est comme les prises multiples. Sur une prise multiple qui est donnée pour 16 ampères et qui donne 10 prises, comme j'en ai vu, et on va pas tirer 160 ampères en tout. Donc l'idée ici, c'est aussi donc de pouvoir localement couper. Voilà pour mon panneau électrique. On voit que c'est quelque chose de très très simple. Et à ce moment-là, comme je vous ai montré, c'est des contacteurs 12 volts qui permettent de piloter ça, pour pouvoir piloter à partir du système automatique. Et donc, le panneau électrique, lui, ne fait que ça et donne une prise ici qui permet donc de piloter ici les contacteurs, sachant que j'ai mis ici les diodes de roue libre au plus près. Donc, voilà comment ça se présente. Alors, pour ça, pour le boîtier, j'ai trouvé sur Ali un boîtier qui coûtait pas trop cher, qui, ma foi, est plutôt de bonne qualité. Et donc, c'est un boîtier Raidin à 12 positions, on va dire, standard. Après, au niveau des modules, j'ai utilisé un peu de la récup, des choses qu'on m'a donné. Donc, il y a du Hager, il y a du Merlin-Guérin. Ça, c'est les fameux contacteurs dont on va reparler, que là, j'avais acheté sur Ali. Ici, l'indicateur aussi. Ça, c'est pareil, c'est un truc de récup. Alors, c'est vrai que quand on monte un panneau électrique, normalement, il faut essayer de prendre tout. Enfin, si on prend tout de la même marque, souvent, c'est mieux utilisé pour les bus, pour les trucs comme ça. Enfin bon, encore une fois, ici, l'idée, c'est pas mon panneau électrique principal. On va dire, je pense que c'est tout à fait adapté à ce que je veux faire. Ah, bien sûr, j'ai mis les étiquettes qui vont bien, ici, qui permettent d'identifier tous les systèmes. Et bien sûr, c'est un panneau qui se ferme, parce que normalement, je n'ai pas besoin d'y aller souvent. Donc, comme ça. Donc voilà, ça c'est pour le panneau électrique, sachant que au-dessus, comme on peut le voir, j'ai prévu donc des passe-fils pour pouvoir sortir les différentes connexions, et une en bas aussi. Et ici, on retrouve ce connecteur. Donc c'est les connecteurs qu'on trouve. Hein, je vous mettrai le lien sur Ali. Alors ça existe en 2, 3, 4, jusqu'à 12 broches, je crois. C'est des connecteurs qui, ma foi, sont pas mauvais. Et ça permet bien sûr ici de pouvoir désolidariser le système. Donc voilà comment ça se présente. Alors bien sûr, avant d'aller monter en Macalab, j'ai tout testé en local. Donc là, on voit le câblage que j'ai fait. Alors ce boîtier, comme on peut le voir, il était fait pour un système où des fois on ne coupe pas le neutre. C'est-à-dire qu'il y a ici une barrette qui est notée terre et ici une qui est notée neutre. Mais bon, moi je vais pas l'utiliser comme ça, vu que je coupe la phase et le neutre, hein, c'est quand même mieux. Et là, en fait, pour moi, tout ça, ça sera la terre, sachant que j'ai acheté, que je n'ai pas monté encore, une super tige de terre de près d'1 mètre en cuivre, que je vais mettre comme il faut devant, et que je viendrai relier ici, et voilà, sachant que j'ai même tout ce qu'il faut pour la mesurer. Enfin voilà, donc là, tout fonctionne correctement. Il n'y a rien à dire. Alors justement, derrière, il y a ce que j'ai appelé le coffret système. Le coffret système, l'idée, c'est que c'est tout ce qui va intégrer les faces avant, et éventuellement donc les automatismes dont je vais parler, qui seront faits de différentes façons. Alors, j'ai pas encore tout prévu, mais j'ai voulu faire quelque chose de modulaire. Et là, pareil, je voulais un coffret. Alors, je me suis dit, j'ai trouvé un coffret qui normalement est fait pour des ride-in. Je l'ai payé dans les 6 €. Ce truc-là, ça coûte vraiment pas cher. Et l'idée, c'est que je vais le modifier. Donc, comme on peut voir, ce boîtier, à la base, c'est un boîtier comme ça, qui est fait, donc pareil, pour des ride-in. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ma fraiseuse? Après avoir agrandi l'ouverture, j'ai percé des trous de 5 à espace régulier, hein, espacé de 1 cm, et que j'ai taraudé M3, ce qui me permet après, au fur et à mesure, de mettre différents modules que j'ai pas encore tous imaginés. Mais voilà, c'est ça l'idée. Et donc, sur ce coffret, hein, voilà, que j'ai appelé le système de commande, donc l'idée c'est d'avoir une alimentation. Alors, j'ai décidé aussi de faire une alimentation externe. Je l'ai pas encore, enfin, j'ai commencé à y penser, mais pas fait. En fait, ce module, il s'alimente en 12 volts, où on voit ici un TVS de protection, et derrière, il permet d'alimenter, comme on peut le voir, 6 modules, avec pour chacun un filtrage. Et pour l'instant, le premier module que je vais faire, c'est justement un truc très simple, hein, celui que je vous ai montré dans ma dernière vidéo,
qui consiste donc à pouvoir, avec un photocoupleur, piloter les deux contacteurs et avoir un interrupteur qui permet de dire off, manuel ou automatique. Alors c'est là, hein, je vous renvoie à ma dernière vidéo où j'ai eu ce gros problème, où les deux N2222 que j'avais mis à l'origine ici ne fonctionnaient pas, pour la raison que je vous ai montrée. Et donc suite à ça, comme on peut le voir, je les ai remplacés par des Darlington BC517. À l'origine aussi, j'avais pas mis de résistance ici, parce que comme je connais pas encore la commande, le module de commande qui aurait mis la résistance, mais en fait, pour tester tout, c'est pas pratique. Donc finalement, j'ai mis des résistances sur support, que là, pour l'instant, j'ai calculé pour 5 volts, et ça peut me permettre de les changer facilement. Et vu ce système de hachage des contacteurs, j'ai aussi rajouté ici déjà un petit condensateur en parallèle, là, et surtout ces deux condensateurs de 330 nano, qui élimine. En fait, vu qu'ici on voit qu'il y a des variations de courant très fortes, à cause des fils et tout ça, ça me faisait ici une variation à haute fréquence à 25 kHz assez importante, et d'avoir rajouté ces deux condensateurs, ça l'a diminué notablement. Donc voilà pour cette première partie. Donc pour la lime, comme j'avais plein de sels CMS et composants, voilà, comme à mon habitude, hein, j'ai fait un PCB en gravure anglaise. J'ai fait ici avec ma fraiseuse, que j'ai fixé au fond du module, donc avec des entretoises et des vis taraudées, voilà, que j'ai mis comme ça avec du frein filé. Hein, et là, on voit justement tout ce que je vous montre dans ces QDN, là, des vis et tout ça, voilà à quoi ça sert, par exemple. Derrière, voilà, je l'ai pas fait au four, hein, j'ai soudé au fer, donc les différents composants avec donc 6 connecteurs qui permettront d'alimenter les modules. Et donc ça se fixe comme ça au fond avec ici directement la prise. Donc voilà. Ensuite, là justement, j'ai retravaillé mon module. Alors là, je suis tombé sur un cas qui est assez embêtant. C'est-à-dire que quand j'ai pris dans ma boîte des BC317, j'en avais deux sortes en fait. Ceux qui ont les pattes un peu écartées comme ça et comme ça. Ils sont tous les deux notés BC317. Ils sont tous les deux donc dans le même boîtier. Apparemment, ils sont même du même fabricant, finalement, contrairement à ce que je croyais. C'est Fairchild, le logo. Et ben, ils n'ont pas le même brochage. Celui-là, c'est collecteur base émetteur, et celui-là, c'est émetteur base collecteur. Et donc, bien sûr, quand je les ai mis, comme moi, je m'étais basé sur ce brochage-là, ça marchait pas du tout. Et bon, après, j'ai cherché, et c'est là que j'ai vu mon erreur. Mais, c'est vraiment... c'est pas la première fois que ça m'est arrivé, des fois sur d'autres transistors, que la même référence, ils n'ont pas les mêmes brochages. C'est vraiment pourri comme truc, mais enfin bon. C'est comme ça. Et alors ça m'a même flingué un photocoupleur. Maintenant, j'ai quand même du mal à croire que le fait d'avoir interverti le collecteur et l'émetteur du transistor, ça ait flingué ce composant. Donc, bon, c'est peut-être en faisant la manip que j'ai bousillé quelque chose. Enfin bon, j'ai remplacé. Et donc derrière, voilà, comme à mon habitude, j'ai aussi usiné donc les faces avant. Donc là, je l'ai fait dans un bout d'époxy. Pareil, je l'ai fait à la fraiseuse. Ici, comme d'habitude, j'ai fait ma face avant. Hein, je rappelle que pour faire ça, j'imprime sur du papier photo que je plastifie avec une plastifieuse et que je découpe après. Donc ça fait des faces avant comme ça. Et pour les interrupteurs, c'est vrai que ça fait un look un peu ancien, mais j'ai récupéré deux interrupteurs qui viennent d'un oscilloscope Tektronix série 500, série qui était à moitié à tube et à transistor, et que j'ai récupéré, parce que voilà, je trouvais que ça faisait un look qui me plaisait. Et donc derrière, voilà, j'ai monté ça comme ça, sachant que j'avais profité des fixations pour fixer ici mon PCB. Derrière, comme je vous ai déjà montré, hein, sur du protoboard, pareil, on fait l'implémentation de façon à faciliter au mieux le câblage. Donc derrière, ça donne ça. Sachant que là, on peut voir aussi, donc, quand j'ai changé mes transistors, les 2222, ils n'étaient pas sur support à l'origine, mais là, je les ai mis sur des tulipes. D'ailleurs, ça m'a bien arrangé, parce que quand j'ai vu que c'était inversé, ça m'a facilité la vie, bien sûr, pour le faire. On voit ici les résistances sur support, comme j'ai dit. Et là, j'ai utilisé ces connecteurs, hein, que je vous ai déjà montré avec la pince qui va bien. Et là, grâce à ma super étiqueteuse, on voit qu'on peut faire des belles étiquettes qui permettent de voir à quoi correspondent les connecteurs et même de mettre le brochage dessus. Donc là, après avoir tout testé avec les contacteurs, j'ai pu mettre ma petite étiquette de Quality Control qui montre que c'est bon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et derrière, alors je l'ai mis vite fait comme ça pour voir si ça tenait bien, mais bon, il n'y avait pas de raison. Ensuite, voilà, on peut voir que là, j'ai mis ici la connexion sur le module avec le connecteur. Ce module de commande, il ira juste en dessous du panneau électrique.
Et Jacobi, bien sûr, hein, vous connaissez mon amour pour les étiquettes diverses et variées. Pour câbler la prise, pas hyper difficile à câbler, mais bon. J'ai utilisé ce que je vous avais montré, là, ce petit support que j'avais trouvé chez BMJ ST85 qui est vraiment génial. Et avec ça, c'est un vrai plaisir. Et derrière, pareil, là j'ai tout fixé. J'ai mis ici, comme d'habitude, les autocollants qui vont bien, sachant que ce truc-là, derrière, voilà, a un capot de protection transparent, donc qui permettra de voir les voyants et tout qu'il y a derrière, et sur lequel j'ai mis aussi des autocollants. Voilà donc l'état d'avancement du Mechalab. Alors comme vous pouvez voir, c'est vrai que je travaille un petit peu sur différents trucs un peu en même temps, l'électricité, les établis. Après, l'ordre, déjà, l'établi, ça sera beaucoup plus difficile de le faire rentrer et tout, une fois que j'aurai fait la cloison. Et puis en même temps, il faut quand même que j'ai fait l'électricité, parce que je vais bien sûr avoir besoin d'avoir l'éclairage, donc voilà, j'ai encore tout ça à faire. Alors ça tombe bien, parce que là, je vais être en vacances pour 2 semaines, donc ça va me permettre d'avancer, sachant que j'ai quand même d'autres choses à faire. Et justement, là, j'ai reçu un super matos là, que j'aimerais vous présenter. Enfin voilà, comme d'habitude, c'est pas les sujets qui manquent. Tiens, salut Caroline, ça va? Alors, j'ai vu que tu avais acheté des concombres, mais alors ils emballent sous plastique, je crois que c'était interdit. Ouais, mais les emballer sous plastique, ça permet de les manger après les avoir utilisés. Ah, bon, d'accord. Bon, et ben là-dessus, passez de bonnes vacances. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.